bonsoir. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire de Miss Marple avec son club du mardi. L'histoire s'intitule Le pouce de Saint-Pierre. Et maintenant à vous, Tante Jane, annonça Raymond West. Oui, Tante Jane, nous attendons quelque chose de vraiment épicé, insista Joyce Lampière, mutine. Vous vous moquez de moi, mes enfants, répondit Miss Marple avec calme. Vous pensez que parce que j'ai vécu dans ce coin perdu toute ma vie, il est probable que je n'ai pas eu d'expérience intéressante. Dieu me garde de considérer l'existence villageoise comme paisible, après les révélations que vous nous avez faites, Tante Jane, s'écria Raymond. Comparé à Sainte Mary Mead, le monde entier semble bien paisible et terne. La nature humaine est presque partout la même, vois-tu, mon enfant. Mais on a naturellement l'occasion de l'observer de plus près dans un village. Vous êtes vraiment exceptionnelle, Tante Jane, dit Joyce enthousiaste. J'espère que cela ne vous ennuie pas que je vous appelle Tante Jane. Je ne sais vraiment pas pourquoi je le fais. Vraiment, ma chère? Une lueur moqueuse brillait dans le regard de Miss Marple, posa quelques secondes sur les deux jeunes gens, faisant rosir les joues de Joyce et amenant Raymond à s'éclaircir la gorge avec embarras. Puis elle sourit et rapporta à nouveau son attention sur son tricot. Il est bien vrai, reprit-elle, que j'ai vécu ce que l'on peut appeler une vie sans histoire. Mais aussi j'ai eu l'occasion de m'instruire en étant appelée à résoudre bien des petits problèmes. Certains d'entre eux ont été tout à fait subtils, mais ils ne vous intéresseraient pas car ils concernaient des choses sans importance, dans le genre de celle-ci, qui a coupé les mailles du sac enfilé de Madame Jones. Et pourquoi Madame Sims n'a-t-elle porté son nouveau manteau de fourrure qu'une seule fois? Ces petits faits sont vraiment passionnants à étudier pour qui aime observer la nature humaine. Mais la seule expérience dont je me rappelle, qui sera susceptible de vous intéresser, est l'aventure advenue au mari de ma pauvre nièce Mabel. Cela s'est passé il y a 10 ou 15 ans. Et heureusement tout est fini et oublié. Les gens, voyez-vous, ont la mémoire courte. Et j'ai toujours pensé que c'était une bénédiction. Miss Marple se tut et murmura pour elle-même. Il faut que je compte ce rang. Ces diminutions sont délicates. Voyons. 1, 2, 3, 4, 5, et ensuite 3 mailles à l'envers. C'est bien ça. Bon, maintenant, qu'est-ce que je disais? Ah oui, la pauvre Mabel. Mabel est ma nièce, une gentille petite. Oui, vraiment une gentille petite. Mais un tout petit peu sotte. Juste un soupçon de sottise. Vous voyez ce que je veux dire? Elle a toujours eu tendance à être mélodramatique, à parler à tort et à travers, et à dire beaucoup plus qu'elle ne pense, toutes les fois qu'elle est bouleversée. À 22 ans, elle a épousé un certain monsieur Denman, et j'ai peur que leur ménage n'ait jamais été très heureux. J'avais espéré que leur amitié n'irait pas plus loin, car ce monsieur Denman était un homme emporté, à l'hérédité chargée, plusieurs cas de folie dans sa famille. Bref, pas du tout le genre d'homme susceptible de supporter les lubies de Mabel. Cependant, les filles étant de genre obstiné, comme elles l'ont toujours été, et comme elles le seront toujours, Mabel l'épousa. Je ne la vis guère après son mariage. Elle vint passer quelques jours une fois, ou deux, et ils me demandèrent à plusieurs reprises d'aller chez eux. Mais je n'aime pas beaucoup vivre chez les autres, et je m'arrangeais chaque fois pour trouver une bonne excuse. Ils étaient mariés depuis 10 ans, lorsque M. Denman mourut subitement. Il n'avait pas eu d'enfant, et toute sa fortune revenait à Mabel. J'écrivis à ma nièce, bien entendu, et lui proposai de me rendre auprès d'elle si elle avait besoin de moi. Mais elle me répondit qu'elle surmontait son deuil avec courage, ce qui me parut très naturel étant donné qu'ils avaient vécu séparés pendant quelque temps. Mais 3 mois plus tard, je recevais une lettre absolument dramatique me suppliant de venir, disant que les choses allaient de mal en pis et qu'elle ne pouvait le supporter plus longtemps. Je n'hésitai pas une minute, je mis Clara en pension, portai l'argenterie et la chope du roi Charles à la banque et partis aussitôt. Je trouvai Mabel dans un grand état de nervosité. La maison Myrtle Dean était une belle et vaste demeure très confortable. Il y avait une cuisinière, une femme de chambre, une gouvernante,
qui s'occupait surtout de M. Denman, le beau-père de ma belle, qui n'avait pas, comme on dit, toute sa tête. C'était un vieux monsieur très tranquille qui se conduisait d'une manière parfaite, mais par moments son comportement était, c'est le moins qu'on puisse dire, bizarre. Mais il y avait déjà eu des cas de démence dans cette famille, n'est-ce pas? Je trouvais ma belle si changée que j'en fus extrêmement alarmé. Elle n'était qu'un paquet de nerfs secoués de tremblements et j'eus les plus grandes difficultés à obtenir qu'elle me raconte ce qui n'allait pas. Je n'y parvins qu'en m'y prenant par la bande, comme cela arrive souvent dans ces sortes de choses. Je lui demandai des nouvelles d'amis dont elle me parlait toujours dans ses lettres, les Gallagher, et elle me répondit, ce qui me surprit, qu'elle les voyait à peine à présent. Une allusion à d'autres amis m'attira la même remarque. Je lui dis alors qu'elle avait absolument tort de se replier sur elle-même, pour retourner sans arrêt les mêmes problèmes et de couper tous les ponts avec le monde extérieur et ses amis. Alors elle s'emporta et lâcha la vérité. « Ce n'est pas moi, ce sont eux qui me fuient, » se mit-elle à crier. « Personne ne m'adresse plus la parole dans le village. Lorsque je descends la grande rue, les gens s'écartent comme s'ils ne m'avaient jamais vue ou ne m'avaient jamais parlé. Je suis comme une espèce de lépreuse. C'est affreux. Je n'en peux plus. J'ai l'intention de vendre la maison et de m'en aller. Mais pourquoi après tout? M'en irais-je ainsi? Je n'ai rien fait. » J'étais plus troublé que je ne puis l'exprimer. D'ailleurs, c'est très simple. Je tricotai alors un cache-nez pour la vieille Madame Hay, et dans mon émotion, je laissai tomber 2 mailles, et je ne m'en aperçus que bien longtemps après. « Chère ma belle, dis-je, tu me stupéfies. Explique-moi la raison de tout cela. » Même lorsqu'elle était enfant, il était très difficile d'obtenir des réponses précises de ma belle, et en cette circonstance, j'eus également beaucoup de mal à ce qu'elle réponde clairement à mes questions. Elle me tint d'abord de vagues propos sur la méchanceté des gens désœuvrés, qui n'ont rien de mieux à faire que des commérages, et sur ceux qui passent leur temps à mettre des idées dans la tête des autres. « Bon, j'ai compris, finis-je par lui dire. Il circule évidemment des brebis à ton propos. Lesquels? Tu le sais mieux que n'importe qui, et tu vas m'en parler. »« C'est si méchant, » gémit ma belle. « Bien sûr, c'est toujours méchant, » répliquai-je vivement. « Va, tu n'as rien à m'apprendre sur la mentalité des gens, donc explique-moi en bon anglais, ma belle, ce qu'ils racontent. » Alors je sus tout. La mort subite de Geoffrey Denman avait provoqué des rumeurs. En fait, et en bon anglais comme je lui avais dit, les gens accusaient ma belle d'avoir empoisonné son mari. Comme vous le savez, il n'y a rien de plus odieux que les racontars, rien de plus difficile à combattre. Lorsque les gens parlent dans votre dos, il est impossible de répondre et de nier. Alors les rumeurs vont grossissant, de proche en proche, sans qu'on puisse les arrêter. J'étais pour ma part certaine d'une chose. Ma belle était incapable d'empoisonner qui que ce fût, et je ne voyais pas pourquoi elle aurait la vie gâchée et pourquoi sa maison lui deviendrait insupportable, parce que, selon toute probabilité, elle avait fait quelque chose de sot et même de stupide. « Il n'y a pas de fumée sans feu, dis-je. Dis-moi à présent, ma fille, ce qui a lancé les gens sur cette piste. Il y a eu forcément quelque chose au départ. » Continuant à s'exprimer d'une manière incohérente, ma belle déclara qu'il n'y avait rien du tout, sauf, bien sûr, que la mort de Geoffrey avait été tout à fait imprévue. Il avait semblé très bien la veille au soir, pendant le dîner, et puis au cours de la nuit, il s'était senti très mal. On avait appelé le médecin, mais le pauvre était mort quelques minutes après l'arrivée du docteur, qui attribua le décès à la consommation de champignons vénéneux. Je me doute que ce genre de mort aussi rapide a dû mettre instantanément les langues en action, mais certainement pas sans quelque chose d'autre. Est-ce que tu t'étais disputé avec Geoffrey ou quelque chose de ce goût-là? Elle reconnut qu'ils s'étaient querellés la veille au cours du déjeuner, et les domestiques vous ont entendu. Elle n'était pas dans la salle à manger. Oui, mais elle n'était probablement pas loin derrière la porte. Je ne connaissais que trop bien le timbre aigu, hystérique de ma belle. Lorsqu'elle s'énervait, et Geoffrey Denman lui aussi criait très fort lorsqu'il était en colère. Vous vous êtes disputé à quel propos ce jour-là?
Oh, comme toujours, c'était toujours la même chose, il suffisait d'un rien. Geoffrey éclatait aussitôt en reproches, disait des choses abominables, et je lui lançais à la tête ce que je pensais de lui. Vous vous querelliez souvent? Ce n'était pas de ma faute. Ma chère enfant, peu importe que ce soit de ta faute ou pas. Nous ne discutons pas de cela dans un endroit comme celui-ci. Les affaires privées sont un peu celles de tout le monde. Et ton mari et toi, vous vous querelliez sans cesse. Or, vous avez eu une discussion particulièrement violente un certain matin, et la nuit suivante, ton mari mourait brusquement d'une mort mystérieuse. Est-ce bien tout, ou y a-t-il encore autre chose? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire par autre chose, dit ma belle d'un ton maussade. Ce que je dis tout simplement, ma chère petite, si tu as fait quelque geste stupide, pour l'amour de Dieu, ne me le cache pas. Je désire seulement faire tout ce que je peux pour te rendre service. Rien ni personne ne peut m'aider sauf la mort, répliqua ma belle d'une manière un peu ridicule. Fais un peu plus confiance à la Providence, mon enfant, et dis-moi ce que tu me caches encore, car je suis certaine à présent qu'il y a quelque chose d'autre que tu ne m'as pas dit. Je la connaissais bien, et même lorsqu'elle était enfant, je savais quand elle me disait pas l'entière vérité. Cela me demanda un certain temps, mais je finis par tout savoir. Elle était allée dans la matinée à la pharmacie acheter de l'arsenic, et elle avait signé le registre naturellement, le pharmacien avait bavardé. Quel est ton docteur? Le docteur Rawlinson. Je le connaissais de vue, et pour exprimer toute ma pensée, c'était ce que j'appellerais un vieux gâteux. J'ai trop d'expérience de la vie pour avoir une confiance aveugle dans les médecins. Certains sont des hommes intelligents, mais d'autres le sont beaucoup moins. Et la plupart du temps, les meilleurs d'entre eux ne savent pas ce que vous avez. Pour ma part, je n'ai jamais affaire ni aux médecins ni à leurs remèdes. Tout en pensant de la sorte, je m'habillai et m'en allai sonner chez le docteur Rawlinson. Il était exactement tel que je l'avais imaginé. Un gentil vieux monsieur aimable, confus, la vue si basse qu'il en était pitoyable, légèrement sourd et, en plus de tout cela, susceptible au dernier degré. Il monta sur ses grands chevaux dès que je lui parlai de la mort de Geoffrey Denman. Se lança dans la description des différentes espèces de champignons comestibles, et ainsi de suite. Il avait questionné la cuisinière et elle avait reconnu qu'un ou deux des champignons qu'elle avait fait cuire avaient paru un peu bizarres. Mais comme on lui avait vendu dans une boutique de confiance, elle avait décidé qu'ils étaient bons quand même. Plus elle y réfléchissait, depuis l'accident, plus elle pensait évidemment qu'ils n'étaient pas comme d'habitude. C'était tout. J'appris que Denman ne pouvait déjà plus ni parler ni avaler à l'arrivée du médecin, et qu'il mourut quelques secondes ou quelques minutes plus tard. Le docteur semblait parfaitement satisfait du certificat qu'il avait délivré. Mais je ne pus déterminer quelle part d'obstination et quelle part de véritable certitude il avait dans son attitude. Je rentrai directement à la maison et demandai à ma belle de me dire franchement pourquoi elle avait acheté cet arsenic. Tu devais bien avoir quelque idée en tête. Ma belle fondit en larmes. Je voulais me suicider. J'étais trop malheureuse et je voulais en finir. Est-ce que tu as encore cet arsenic? Non, j'ai jeté. Je restai là, tournant et retournant les choses dans ma tête. Qu'est-il arrivé lorsqu'il s'est senti malade? Il t'a appelé? Non, elle secoua la tête. Il a sonné plusieurs fois et la femme de chambre a fini par entendre. Elle a réveillé la cuisinière et elles sont descendues jusqu'à Dorothy, la femme de chambre. L'aperçut, il lui fit peur, il délirait. Elle laissa la cuisinière près de lui et courut me chercher. Je me précipitai dans la chambre et compris tout de suite qu'il était très malade. Malheureusement, Brewster, qui s'occupe du vieux, M. Denman, était absente pour la nuit, et je ne savais que faire. J'ai envoyé Dorothy chercher le médecin. Je suis resté avec la cuisinière, mais après quelques minutes, je n'ai pas pu supporter de le voir si malade. C'était trop épouvantable. Je me réfugiai dans ma chambre en m'enfermant à double tour. Quelle réaction maladroite et égoïste! Il n'y a aucun doute que ta conduite n'a rien fait pour t'aider, et ensuite, tu peux en être certaine, la cuisinière aura raconté que tu n'es pas resté au chevet de ton mari moribond. Oui, tu as vraiment agi d'une manière bien inconséquente. J'ai interrogé ensuite les servantes. La cuisinière voulut me raconter l'histoire des champignons. Mais je l'arrêtai, j'étais fatiguée de ces champignons. Au lieu de cela,
Je les interrogeai toutes avec insistance sur l'état de leur maître cette nuit-là. Elles furent bien d'accord l'une et l'autre pour affirmer avec force son état précaire. Il était incapable d'avaler, il parlait d'une voix étranglée, et ce qu'il disait ne voulait rien dire, de simples divagations. Quel genre de divagation demandai-je curieusement. Que disait-il? Quelque chose au sujet d'un poisson, n'est-ce pas? Répondit la cuisinière en se tournant vers la femme de chambre. Dorothy acquiesça. Un tas de poissons. Un non-sens, quoi. J'ai compris tout de suite qu'il n'avait plus sa tête à lui, le pauvre monsieur. Il semblait qu'il n'y avait rien à tirer de ces indications. En désespoir de cause, j'allais trouver Brewster, maigre femme d'une cinquantaine d'années. C'est un malheur que j'ai été absente cette nuit-là. Personne ne semble avoir rien fait pour le soulager jusqu'à l'arrivée du médecin. Je suppose qu'il délirait, dis-je en hésitant. Mais ce n'est pas un symptôme d'intoxication alimentaire, n'est-ce pas? Ça dépend. Je lui demandai comment se portait le vieux monsieur. Elle hocha la tête. Pas très bien. Faible? Oh non, en dehors de sa vue, il est physiquement robuste, et il est capable de nous enterrer tous. Mais c'est son esprit qui bat de plus en plus la campagne. Et j'avais dit à monsieur et madame Denman qu'il fallait le mettre dans une maison de santé. Mais madame Denman ne voulait en entendre parler à aucun prix. Cela ne m'étonnait pas de la part de ma belle, qui était la bonté même. Voilà donc comment se présentait l'affaire. Après y avoir mûrement réfléchi, je décidai qu'il n'y avait qu'une seule chose à faire en raison des rumeurs qui circulaient. Demander une exhumation et l'autorisation d'une autopsie, ce qui ferait taire définitivement les mauvaises langues. Mabel fit naturellement toutes sortes d'embarras sous de fallacieux prétextes, honorables certes, mais purement sentimentaux. Il ne fallait pas troubler le mort qui reposait dans la paix du tombeau, et toutes sortes d'arguments analogues, et je demeurai inébranlable. Je passe rapidement sur cette partie de l'histoire. L'autopsie eut donc lieu, et si elle ne révéla aucune trace d'arsenic, ce qui était excellent, le rapport disait textuellement qu'il n'y avait aucune preuve apparente de la cause du décès. Comme vous le voyez, nous n'étions pas tirés d'affaire et pas plus avancés après qu'avant l'autopsie. Au contraire, les gens parlaient de plus belle et insinuaient qu'il existait des poisons extrêmement subtils qui ne laissaient aucune trace, et des balivernes de ce genre. J'avais longuement interrogé le pathologiste qui avait procédé à l'examen post-mortem, et il avait été très affirmatif. Les champignons ne pouvaient être incriminés. Une idée tournait depuis un moment dans ma tête, et je lui demandai quel genre de poison, à son avis, si tant est qu'il y ait eu empoisonnement, aurait pu entraîner la mort. Il se lança dans une longue explication que, je l'avoue, je ne suivis pas très bien. Mais d'où il ressortait ceci? Cette mort pourrait être due à un puissant alcaloïde végétal. Or, voilà quelle était mon idée. Geoffrey Denman, ayant un atavisme chargé, n'était-il pas possible qu'il se soit empoisonné lui-même au cours d'une crise? Il avait fait jadis quelques études de médecine, et il devait avoir des lumières sur les poisons et leur effet. Je ne prétends pas que cette idée était très satisfaisante, mais je ne voyais rien de mieux, et je vous avoue que j'y perdais tout à fait mon latin. À présent, je dois vous avouer que une de mes habitudes, dont vous les jeunes vous allez vous moquer, lorsque j'ai un ennui, je dis toujours une petite prière, n'importe où je me trouve, dans la rue, dans une boutique, peu importe, et j'obtiens toujours une réponse. Elle peut paraître parfois insignifiante et sans rapport avec le sujet qui m'occupe, mais pourtant un lien existe toujours. Quand j'étais petite, j'avais cette phrase épinglée au-dessus de mon lit. Demandez et vous recevrez. Et je ne l'ai jamais oubliée. Donc le matin en question, je marchais dans la grande rue et j'adressais une prière fervente au ciel. Je fermai une seconde les yeux et lorsque je les rouvris, devinez quelle fut la première chose que je vis? 5 visages attentifs étaient tournés vers Miss Marple, mais il était à peu près certain qu'aucun d'eux n'aurait été capable de répondre correctement à la question que venait de poser la malicieuse vieille demoiselle. Je vis, reprit Miss Marple, d'un ton solennel, la vitrine d'un marchand de poissons.
Et dans cette vitrine de poissons exposés, du haddock frais. Elle regarda ses amis les uns après les autres d'un ton triomphant. Seigneur, soupira Raymond. Du haddock frais en réponse à une prière? Oui, Raymond, répliqua Miss Marple d'un ton sévère, et il n'est pas nécessaire d'être irrévérencieux à ce sujet. Le doigt de Dieu est partout. La seconde chose que je vis ensuite, ce furent les taches noires, les marques du pouce de Saint-Pierre. C'est une légende, vous savez, le pouce de Saint-Pierre. Et cela me ramena à mes préoccupations. J'avais besoin de la foi même de Saint-Pierre. Je fis un rapprochement entre les deux choses, la foi et le poisson. Sir Henry se moucha avec quelque précipitation, et Joyce se mordit les lèvres. Et ensuite, qu'est-ce que cela me rappela? Tout naturellement ce que la cuisinière et la femme de chambre m'avaient dit. Le mourant avait parlé de poisson. Je fus dès lors convaincu, tout à fait convaincu, que la solution du problème résidait dans ces mots. Et je rentrai à la maison bien décidé à aller au fond des choses et à découvrir la vérité. Miss Marple fit une pause, puis elle reprit son explication. Vous est-il jamais venu à l'esprit que nous sommes énormément guidés par ce que l'on appelle, je crois, le contexte? Il y a à Dartmoor un lieu dénommé les Moutons Gris. Si vous bavardez avec un paysan de l'endroit et que vous fassiez allusion aux moutons gris, il comprendra sans doute que vous parlez des pierres groupées en cercle de la lande connue sous ce nom. Mais il est possible aussi que vous fassiez allusion au temps. De la même manière, si vous pensez aux prières en question et qu'un étranger saisisse une bribe de la conversation, il peut supposer que vous faites allusion au temps. De même, lorsque nous rapportons une conversation, nous ne répétons presque jamais les mots exacts. Nous en employons d'autres qui nous semblent signifier exactement la même chose. Partant de ce raisonnement, j'interrogeai séparément les deux servantes. Je demandai à la cuisinière s'il était certaine que son maître avait fait allusion à un tas de poissons. Elle resta affirmative. Étaient-ce ces paroles exactes ou bien a-t-il parlé d'une espèce particulière de poisson? C'est-à-dire que oui, c'était une espèce particulière de poisson, mais je ne peux pas me souvenir laquelle, un tas de... mais je ne sais pas quoi. Parce que l'on a l'habitude de servir à table ici, serait-ce une perche ou un brochet? Non, ça ne commençait pas par un P. Dorothy se rappelait, elle aussi, que son maître avait fait allusion à une certaine espèce de poisson. Je crois que c'était un poisson exotique, une pile de... De quoi donc, je ne me souviens plus. A-t-il dit heap ou pile? Insistai-je. Je crois qu'il a dit pile, mais je ne me souviens plus très bien. C'est si difficile, miss, de se rappeler les mots exacts lorsque ils ne paraissent avoir aucun sens. Mais plus j'y pense, plus je suis tout de même certaine qu'il a employé le mot pile. Et le nom du poisson commençait par un C, mais ce n'était ni cod ni crayfish. Je vous avoue que je suis très fier de moi pour la suite parce que, bien entendu, je n'entends absolument rien aux remèdes, qui sont des choses très dangereuses, poursuivit Miss Marple. Je tiens d'ailleurs de ma grand-mère la recette d'une tisane d'herbe au vert, qui vaut toutes les potions, gouttes ou ampoules. Mais je savais qu'il y avait des livres de médecine dans la maison, et que l'un d'eux contenait un index des principales drogues. Mon idée était que Geoffrey avait avalé un poison, et je voulais essayer de découvrir lequel. Je m'attaquai d'abord à la lettre H, et dans cette série, en nom commençant par HE, aucun nom ne se rapprochait de Heap. Alors je suivis du doigt la lettre P, et presque tout de suite je tombai sur... Sur quoi? Elle regarda tour à tour ses amis, retardant son moment de triomphe. Pilocarpine, vous représentez-vous un homme qui peut à peine parler, s'efforçant d'arracher ce mot du fond de sa gorge? Est-ce que ce mot qu'elle a jamais entendu ne peut pas ressembler, pour une cuisinière, à pile of carp? Par Jupiter, s'écria Sir Henry. Je ne l'aurais jamais découvert, avoua le docteur Pender. Très intéressant, vraiment très intéressant,
convint M. Petrick. Je me reportai rapidement à la page indiquée et je lus tout le paragraphe consacré à la pilocarpine. J'y appris qu'elle avait une action sur les yeux et diverses autres choses encore, mais rien qui semblait avoir trait à notre affaire. Cependant, à la fin, j'arrivai à une phrase plus importante. A été employée avec succès comme antidote à l'empoisonnement par l'atropine. La lumière se fit dans mon cerveau d'une manière aussi éblouissante qu'indescriptible. Je n'avais jamais pensé, tout à fait, que Geoffrey Denman avait voulu se suicider. Alors cette nouvelle solution était non seulement possible, mais il était indiscutable qu'elle était la bonne, parce que toutes les pièces s'emboîtaient d'une manière parfaitement logique. Je n'essaierai même pas de deviner, déclara Raymond West, dépité. Dites-nous tout de suite, tante Jane, ce qui vous paraissait si clair. Je n'entends certes rien à la médecine, reprit Miss Marple, mais il y a quelque chose que je sais tout de même. Lorsque j'ai mal aux yeux, le médecin m'ordonne de mettre quelques gouttes de sulfate d'atropine dans chaque œil. Je filai d'un trait au premier étage, entrai dans la chambre du vieux M. Denman et n'y allai pas par 4 chemins. Monsieur Denman, je sais tout, lui dis-je carrément. Pourquoi avez-vous empoisonné votre fils? Il me fixa pendant 1 minute ou 2, et ma foi, c'était un beau vieillard. Puis il éclata de rire, un rire affreux, un rire de dément, comme je n'en avais jamais entendu, et qui me donne encore froid dans le dos, quand j'y pense. Je n'avais entendu ce genre de rire qu'une seule fois auparavant, lorsque la pauvre Madame Jones perdit la tête. Oui, dit-il enfin, j'ai réussi à avoir Geoffrey. J'étais trop intelligent pour lui. Et il voulait me mettre au rencard, hein, dans un asile, hein. Je les avais entendus qui en parlaient. Ma belle est une bonne fille. Ma belle me défendait. Mais je savais qu'elle serait incapable de lui résister jusqu'au bout. À la fin, il l'emporterait. Geoffrey arrivait toujours à ce qu'il voulait. Mais je me suis débarrassé de lui, de mon cher bon garçon. Je suis descendu sans bruit pendant la nuit, ce qui était bien facile, Brewster étant sorti. Mon cher fils était endormi, il avait un verre d'eau près de son lit. Il s'éveillait toujours au milieu de la nuit pour boire. Je le vidai et versai à la place de l'eau le contenu du flacon, de gouttes pour les yeux. Il se réveillerait et avalerait le contenu du verre, avant de se rendre compte de ce que c'était. Il n'y en avait qu'une cuillère à bouche, mais c'était assez bien. Bien assez. Et tout s'est passé comme je l'avais prévu. Le matin, on vint me prévenir, avec ménagement, en redoutant que j'éprouve un choc. Eh bien, me voici donc parvenu à la fin de mon histoire. Naturellement, le pauvre M. Denman fut enfermé dans un asile. Il n'était vraiment pas tout à fait responsable de son geste. On apprit la vérité, et tout le monde fut désolé pour ma belle. Chacun ne sut plus que faire pour qu'elle oublie les injustes soupçons qui avaient pesé sur elle. On fit assaut de gentillesse autour d'elle. Mais si Geoffrey n'avait pas compris ce qu'il avait avalé, et s'il n'avait pas fait des efforts désespérés pour qu'on lui administre immédiatement l'antidote du poison qu'il avait absorbé, on n'aurait sans doute jamais découvert la vérité. Je crois que l'atropine provoque des symptômes bien précis, pupilles dilatées notamment. Mais comme je vous l'ai dit, le docteur Rawlinson avait la vue assez basse, le pauvre vieil homme, et dans le livre de médecine dont je vous ai parlé, il était vraiment très intéressant ce livre, on donnait les symptômes de l'empoisonnement par l'aptomaine et par l'atropine. Ils sont assez semblables. Mais je vous assure que je n'ai plus jamais vu depuis lors du haddock frais sans penser à la marque du pouce de Saint-Pierre. Un très long silence régna dans le salon. Enfin, M. Petrick tout sauta et croisa et décroisa ses petites jambes. Ma chère amie, ma très chère amie, vous êtes vraiment extraordinaire. J'engagerai Scotland Yard à venir vous demander conseil, assura Sir Henry. Eh bien, dans tous les cas, il y a une chose que vous ne savez pas, tante Jane, triompha Raymond West. Oh, mais si, mon garçon, c'est arrivé juste avant le dîner, n'est-ce pas? Lorsque tu as amené Joyce admirer le coucher du soleil. Il y a un endroit favori pour cela, près de la haie des jasmins. C'est là que les laitiers a demandé à Annie s'il ne pourrait pas faire oublier les bancs.
Voilà qui gâche tout, tante Jane. Ne déflorez pas le roman. Joyce et moi, nous sommes pas comme le laitier et Annie. C'est là que tu te trompes, mon enfant. Tout le monde se ressemble. Tout le monde. Et heureusement, peut-être, nul ne s'en doute. Fin. J'espère que vous avez apprécié. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire. En attendant, prenez soin de vous. Au revoir et merci.